Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette Web TV et d'animer cette première édition digitale, les rendez-vous du développement et de l'expertise, qui promettent d'être un moment unique, original, dynamique et que nous allons découvrir ensemble. Pour répondre à ce programme riche, démarrons avec les Actu Group, avec le regard de notre ambassadeur de cet événement, Thierry Cherrier, directeur commercial, mais aussi de Frédéric Garrido, directeur du développement, François Montenay, directeur des expertises. 4 séquences vous seront proposées. Nous irons voir du côté direction du développement avec un point côté clientèle du E, du P et du Pro. Ensuite, nous irons nous poser du côté direction des expertises. Nous donnerons la parole aux experts du groupe avec 3 sujets phares, les grands comptes directs, le courtage en région et l'interappui et interprofessionnalité en région. Et puis, les rendez-vous du développement et de l'expertise, c'est aussi porter des sujets en commun, toujours pour une meilleure performance. Ce 3e temps sera donc consacré à 2 grands thèmes portés par les 2 directions, mais surtout pour vous en région. Nous parlerons de politique conseil en appui au développement multimarché, mais aussi du digital avec l'animation de votre réseau client. Alors, comment terminer cette émission en vous donnant des perspectives d'avenir positives alors que nous sommes toujours confinés ? Nous avons souhaité confier cette mission à un économiste que vous connaissez, Philippe Crevel. Il nous rejoindra sur ce plateau pour nous donner des pistes et réflexions de sortie de crise. Un beau programme, dense, en intervention plateau et duplex que nous allons vivre dans quelques instants ensemble. Alors d'un point de vue sanitaire, vous le comprendrez, chaque intervenant entrera et sortira du plateau avec son masque. Les interventions se feront sans masque car les règles de distanciation permettent ce mode de fonctionnement et des tests ont été réalisés par chacun de nos intervenants. Une désinfection des places se fera à chaque sortie de plateau et nous mettons à disposition un gel désinfectant pour mains en entrée de scène. Aujourd'hui, vous êtes connectés à la plateforme de diffusion. Vous pouvez suivre cette émission en direct avec la possibilité de réagir à tout moment, de poser vos questions via le chat proposé. Je me réjouis de vous accompagner sur ce programme rythmé et si vous le voulez bien, accueillons ensemble pour les Actu Group Thierry Cherrier, directeur commercial, Frédéric Garrido, directeur du développement et François Montenay, directeur des expertises. Bonjour Thierry, bonjour Frédéric, bonjour François. Bonjour Corinne. Merci de rejoindre vos places et je suis ravie de vous retrouver sur ce beau plateau. Alors, un trimestre s'est écoulé, Frédéric et François, vous avez souhaité pour chacun poser une question à Thierry sur le contexte de ces 3 derniers mois, mais également profiter de cette occasion pour restituer les perspectives de la feuille de route du groupe. François, si tu démarrais. Merci Corinne, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thierry, bonjour Frédéric. Ma question est très liée à la période actuelle. Nous vivons quand même une situation très particulière avec cette crise sanitaire. Quand je suis arrivé début juin 2020, vous étiez au milieu de beaucoup d'actions pour relancer, faire pivoter le réseau et son action commerciale. Alors, ça fait 1 an quasiment maintenant. Pour toi, Thierry, quel enseignement, quel bénéfice tires-tu de cette période ? Oui, alors c'est vrai que tu es arrivé juin, plein confinement. Confinement, c'était mi-mars. Donc on peut dire qu'on fête quasiment un anniversaire. Alors celui-là, on n'a pas très envie de le fêter, mais c'est un anniversaire, ça fait 1 an. Et c'est vrai que je veux dire, le réseau, enfin je le dis très sincèrement, a été assez exceptionnel et assez admirable. Parce que finalement, 12 mois où on a connu la crise Covid, quand même un événement tout à fait exceptionnel, enfin, j'espère qu'il restera exceptionnel. On est en transformation de la distribution, et on y est quand même encore, il faut pas se le cacher. Et en plus, on a eu quand même une actualité réglementaire plutôt solide, plutôt dense entre RIA, résiliation infra-annuelle, la loi Pacte, avec tous les enjeux, et on a bien vu les bouleversements de marché. Donc c'est vrai que c'est quand même une année, je pense que quand on regardera dans les rétros, on se dira cette période, mars 2020, mars-avril 2021, et probablement encore au-delà, a vraiment été une période très particulière. Au fond, le réseau, il a été relativement admirable, parce que je crois qu'en effet, il a fait preuve d'agilité, d'inventivité, de cohésion, de motivation. Et on le voit dans les résultats. Les résultats 2020, finalement, sont bons. Ils sont quasi à l'objectif. Et on peut même dire qu'au regard du contexte, ils sont à l'objectif.
Et le premier trimestre 2021 est plutôt bon, pour ne pas dire très bon. Et sur tous les marchés, dans tous les domaines. Hein. Donc franchement, je pense qu'on a beaucoup appris pendant cette période, mais ça on l'a déjà évoqué. On a appris à travailler à distance, mais on a appris aussi à renforcer encore notre capacité à être créatif, inventif, à pivoter, à s'adapter. Je ne reviens pas sur l'opération Task Force que Frédéric a lancée et pilotée, mais je crois que le réseau a été assez impressionnant pendant cette période-là. Hein. Et en même temps, c'est très rassurant et très porteur d'espoir pour l'avenir. On se dit, si on est capable, dans une période aussi complexe, aussi difficile, au fond, de néanmoins réaliser l'année qu'on a réalisée, on peut tout connaître et tout traverser. Alors en espérant en effet qu'on aille vers des jours plus sereins, plus apaisés et plus heureux. Hein. On se le souhaite tout ça. Voilà, mais en tout cas, moi je suis très très content et très, très fier de la contribution et de l'activité du réseau sur, comme tu le dis, ces 12 mois. Hein. Et toi qui viens de l'extérieur, c'est vrai que tu es arrivé à une période particulière. C'est vrai que c'est un réseau qui a une forte identité, qui a une forte culture, qui a le goût d'entreprendre, qui regarde les événements toujours plutôt positivement. Hein. Contrainte ou opportunité, opportunité. Et je regarde. Et ça, c'est majeur. Hein. J'avais un patron autrefois qui disait, dans ces métiers-là, c'est d'abord 50% dans la tête. Hein. Et c'est ça qui fait qu'on gagne. Je crois assez de ça. Hein. Je crois assez que dans nos métiers, le mental, bien sûr, il y a tout le reste. Il y a l'expertise, il y a la technique, il y a la marque, il y a les produits, il y a l'expérience, il y a le savoir-faire, il y a les méthodes de vente, etc. Mais on sait très bien que dans ces activités-là, si les gens n'ont pas un mental de gagnant, de compétiteur et envie d'entreprendre, de construire et de réussir, ça ne marche pas. Et on a la chance d'avoir un réseau qui a cet ADN-là, et ça, il faut vraiment le préserver. C'est majeur. Frédéric, et toi aussi, tu avais une question à Thierry. Alors moi, ça va être une question courte, Thierry. Qu'est-ce que tu attends des directeurs de dev et directeurs des expertises pour les 8 prochains mois, pour aller au bout de l'année commerciale 2021 ? Beaucoup de choses. Un beau programme. Non, je crois que j'attends des choses de nature un peu différente. Je pense que la première chose que j'attends, je ne sais pas si c'est par ordre de priorité, mais je démarre par là parce que pour moi c'est majeur, c'est que les directeurs de développement, les directeurs des expertises comprennent qu'à côté des directeurs régionaux, ils portent la responsabilité de la bonne installation et du bon ancrage de la transformation de la distribution. C'est fait au plan organisationnel, c'est pas fait dans les têtes. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de régions ces derniers temps. On voit bien qu'on est quand même encore un petit peu dans le monde d'avant. Je vais même vous dire quelque chose, même André Redonda en fait pour lui-même une priorité sur les 2 années à venir. Hein. Finaliser la transformation de la distribution. C'est un élément majeur parce que c'est quand le réseau sera transformé qu'il sera plus fort, plus solide et qu'on sera en effet en situation d'exploiter tout ce que nous sommes, la largesse de nos compétences, la largesse de nos portefeuilles. Donc il faut réellement ouvrir ses œillères, sortir de ces schémas historiques et réellement comprendre que la transformation de la distribution, c'est ça qui fera l'avenir et la réussite du réseau dans les années à venir. Alors bien sûr, il y a le court terme, il y a évidemment les sujets de la fin de l'année. Hein, et souvent, justement, voilà, j'en profite pour passer le message, souvent les directeurs du développement, ce que je peux comprendre, hein, me disent, oui, mais on a les sujets de Madelin, les sujets de Péry, on a les objectifs, on a le Covid, on a la rémunération de nos collaborateurs. Et donc, on est dans ce quotidien qui nous empêche de temps en temps de prendre la distance nécessaire et de porter le sujet de la transfo. J'entends bien, hein, mais ça, c'est additionnel. Et je crois que si on est directeur, et directeur de développement et des directeurs d'expertise, c'est parce qu'à la fois, on est capable de piloter l'opérationnel à court terme, mais en même temps, on est capable de prendre le recul, la distance sur les choses et comprendre en effet que ces enjeux de transfo sont des enjeux majeurs pour le groupe. Alors en 2 mots, parce que je vois que Corinne s'impatiente déjà, elle a raison, mais les sujets, on les connaît. Les sujets, ça va être d'accompagner la transformation du Madelin en Péry. Et je dis bien accompagner. Hein. Accompagner, ça veut dire faire en sorte que cette opération soit un succès, soit une réussite, et que l'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité du portefeuille bascule bien, transfère bien de Madelin en Péry. Ça va être, je m'adresse plutôt à François, mais enfin ça vous concerne tous les deux, le fait de faire en sorte que l'ARIA soit bien vécue comme une opportunité. On commence à voir des premiers effets a priori positifs, et tant mieux, mais il faut réellement qu'on s'inscrive dans cette dynamique-là et que les succès qu'on a connus sur le marché de la collective en 2020, voilà, et on s'en félicitait encore la semaine dernière avec Philippe Dabat en disant finalement quand on regarde les chiffres, ça a été une bonne année. Il faut amplifier ça et faire en sorte qu'on fasse encore plus et mieux parce que je pense qu'on en a la capacité. Et puis s'agissant du marché des particuliers,
particulier, j'ai envie de dire, continuons sur la bonne dynamique de ce début d'année du premier trimestre. J'ai vu que les certificats mutualistes étaient au plus haut là, depuis le début de l'année, que la dépendance reprenait des couleurs et que la santé continuait à bien se comporter. Donc vous voyez, deux types d'objectifs pour moi. Des objectifs court terme, qui sont ceux-là, mais qui ne doivent pas empêcher nos directeurs de développement et les directeurs d'expertise, avec leurs directeurs régionaux, de travailler ensemble à l'ancrage de la transfo. C'est-à-dire qu'il faut encore pivoter sur les rituels d'animation, il faut encore pivoter sur la façon de travailler ensemble, de penser différemment, de penser les rebonds, penser le partage en effet des clients, le partage de la matière, etc. Et c'est ça qui doit aussi être très motivé et motivant pour nos directeurs de développement et directeurs des expertises. Merci Thierry. Alors justement, je me tourne vers toi Frédéric. J'ai entendu 2 mots, solidité, performance. Comment la direction du développement décline-t-elle les sujets évoqués par Thierry, mais de façon bien sûr plus opérationnelle et là auprès de tes équipes? Alors, je ne sais pas si c'est plus opérationnel, mais finalement, il a décliné quasiment toute la feuille de route de la direction du dev, qui va travailler avec la direction d'expertise pour livrer un certain nombre de contenus, pour installer finalement cette transfo, parce que je crois vraiment que c'est l'objectif premier, c'est installer cette transfo, parce que de cette transfo déclineront les résultats sur les différents enjeux qu'on a de développement du petit collectif, de réussite du transfert Madelin, enfin tous ces enjeux commerciaux, ils sont avant tout portés par cette transfo, parce que c'est cette animation multimarché, cette découverte 360, enfin tout ce qui est embarqué par la transfo, qui va accompagner la démarche commerciale au sens strict du terme. Et donc nous, aujourd'hui, on travaille énormément sur les rituels d'animation pour les installer, en donnant à la fois du contenu sur la méthodologie, à la fois en termes de forme, en termes de fond, enfin beaucoup d'apports pour finalement faciliter la vie des managers multimarchés qui concrètement portent cette transfo, puisque c'est eux qui sont en animation des équipes des trois clientèles. Et bien évidemment, on a besoin de l'appui des directeurs de dev et des directeurs d'expertise justement pour installer cette transfo. Je crois que si on arrive à mettre en place ces rituels et à donner du contenu et à donner du sens, parce qu'il y a encore besoin de donner du sens, je pense, pour que les managers soient totalement à l'aise avec cette nouvelle démarche et en capacité d'embarquer les collaborateurs des 3 clientèles. Je pense que ça sera une grande réussite. Et puis au niveau des réussites commerciales et des enjeux qu'on a en termes de développement, je suis persuadé que ça suivra, il n'y aura pas de problématique. En tout cas, au regard des résultats qu'évoquait Thierry au terme de ce premier trimestre, on peut être assez serein. Puis on va voir des beaux exemples tout à l'heure, justement. Oui. Alors, François, et toi, justement, pour la direction des expertises, quels sont concrètement les leviers d'action à mettre en place pour continuer d'écrire l'histoire avec tes équipes ? L'histoire, désormais, elle s'écrit. Effectivement, la nouvelle organisation de la distribution a été posée et l'organisation des directions des expertises en région également. Donc maintenant, on est lancé, la feuille de route est établie, la coopération avec la direction du développement est établie. Et je dirais maintenant, on est au moment où on lance le rythme de croisière, quoi. Voilà. Il faut installer et de façon très pratique, c'est avoir ce que disait Frédéric, des contributions aux animations métiers. Donc on travaille sur les réunions métiers. Il y a la montée en puissance des nouveaux référents santé-prévoyance et de façon générale, tout l'aide des appuis aux priorités commerciales de la distribution, à la mise en route du plan de développement régional dans chacune des régions. Donc ça, c'est vraiment un axe. On a l'axe des priorités business, puisqu'on est aussi sur les grands comptes santé-prévoyance, les grands comptes ERE, toute l'action courtage. On a fait les actions de lancement de l'année commerciale sur ces périmètres-là. Après, je dirais, on est aussi dans un monde en évolution avec des évolutions réglementaires, on en a parlé, qui sont quand même majeures, avec des crises. Et notre organisation commerciale, je pense qu'elle doit toujours s'y adapter. Et pour ça, alors on a des bonnes et des mauvaises surprises. La crise sanitaire, elle s'est avérée plus longue que prévu. On a pris un certain nombre de mesures d'urgence. Je pense à tout ce qui a été fait avec les outils Bookings, avec la mise en place des événements digitaux nationaux en soutien de la relation client. On y reviendra en fin de session. Et je pense qu'on a encore à réfléchir sur la façon dont toutes les initiatives en région qui ont été déployées pour faire face à cette situation peuvent être aidées, peuvent être mieux déployées. C'est encore des choses qui sont devant nous pour écrire l'histoire dans ce nouveau contexte. Alors justement, moi, l'histoire, je vous la propose aussi un peu différemment. Avec tout ce que vous venez de dire,
Je vous propose de clôturer cette séquence et pour démarrer cette Web TV, développement et expertise, et vous avez souhaité tous les deux un visuel mettant en avant vos directeurs du développement et des expertises en région. Si on allait les rencontrer en vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Allons-y. Ils sont fabuleux, hein? Ils sont très beaux. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup François, et j'aurai le plaisir de vous retrouver un peu plus tard. Et maintenant, nous allons passer à notre séquence côté direction du développement. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Et bon. Donc bien sûr, Frédéric, là maintenant je te propose d'aller voir ce qui va se passer sur les sujets majeurs portés par les clientèles du E, du P et du Pro. Mais avant tout, j'ai une première question, tous les deux. Quels sont les enjeux de ta direction, la direction du développement? Alors Thierry l'a évoqué, et moi aussi un petit peu, mais je vais quand même les rappeler. Le premier enjeu, c'est vraiment d'ancrer cette nouvelle organisation. Je ne parle plus de transfo, puisque pour moi, d'un point de vue organisationnel, c'est fait. Donc maintenant, c'est ancrer les pratiques et faire en sorte que tout le monde soit dans une démarche multimarché. Ça, c'est extrêmement important parce que ça embarque beaucoup de choses. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est plutôt business. Donc, on a un enjeu majeur, c'est la réussite de la transformation de notre portefeuille Madelin, donc qui a pour objectif de stabiliser le chiffre d'affaires retraite la mondiale. C'est un enjeu qui est majeur. Donc ça, c'est déterminant pour nous. Donc, il y a un gros travail qui a été réalisé de segmentation du portefeuille. Thierry le disait, segmentation pour d'une part avoir une démarche de circularisation du portefeuille en masse, et donc ça à la fois ça va permettre de sécuriser cette transformation et également de laisser du temps commercial au réseau pour qu'il se focalise sur les clients qui ont besoin d'un accompagnement spécifique, et puis bien évidemment se laisser du temps pour du business nouveau, puisqu'on attend aussi du business nouveau, et ça aura aussi pour vertu de rajeunir également notre portefeuille. Donc ça, c'est le premier enjeu de stabilisation du chiffre d'affaires retraite la mondiale. Le deuxième enjeu business, c'est le développement du petit collectif en santé prév, mais également en individuel. Donc là, on a des ambitions qui sont relativement importantes. Beaucoup de choses ont été faites pour accompagner le réseau en termes de moyens. Maintenant, il faut vraiment qu'il y ait cette dynamique d'animation et de pilotage de la santé et de la prévoyance. C'est quasiment vrai sur l'ensemble des segments de clientèle, mais voilà, il y a encore à mobiliser l'ensemble des collaborateurs sur cet objectif qui est majeur pour nous. Et ensuite, on a également un sujet sur la loi Pacte. Donc la loi Pacte, c'est énormément d'opportunités. Donc ces opportunités, il faut les saisir. Donc il y a une opération sur la retraite collective. J'évoquais la retraite individuelle, mais également sur la retraite collective. Donc avec
une transformation également d'un certain nombre de contrats, article 83 vers Perrault, donc là c'est plutôt une démarche de sécurisation de notre portefeuille, et également d'embarquer l'ensemble des collaborateurs sur la retraite collective, et les premiers résultats sont plutôt satisfaisants. Voilà, et puis je ne vais pas oublier quelque chose qui nous tient tous à cœur, c'est les certificats mutualistes, hein, donc ça a beaucoup de valeur pour le groupe. Tout le monde l'a bien en tête, hein, c'est une récurrence dans le discours. Il y a beaucoup d'attendus sur les CM. Aujourd'hui, les résultats, Thierry le disait, sont plutôt bons au regard de ce qu'on avait pu faire les années précédentes. Maintenant, on voit encore des écarts de production assez significatifs entre certaines régions, entre certaines équipes, entre certains collaborateurs. Il y a aujourd'hui des collaborateurs qui sont encore à zéro. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer et d'embarquer l'ensemble du réseau pour atteindre des objectifs qui sont finalement relativement ambitieux, mais atteignable si on arrive à ancrer cette dynamique. Et donc là, pour moi, il y a un gros sujet d'animation et de pilotage des CM. Et puis on a la direction des expertises qui nous aide également à ancrer un certain nombre de pratiques. Et je pense principalement à Françoise Philippe-Ladier qui nous aide et qui aujourd'hui accompagne le réseau sur la solvabilité du groupe. Enfin, voilà, je vais pas m'étendre parce que alors, on va en parler. Ce que je te propose maintenant, si on allait voir justement, ils nous attendent, je les vois en direct, si on allait voir du côté sur la clientèle du E. Oui. D'accord, donc bienvenue Philippe Reynaud, directeur de la clientèle des entreprises. Nous accueillons aussi Rodolphe Buchot, directeur du développement Alpes, et Thomas Piersantelli, référent santé, prévoyance Alpes. Alors, Philippe, Frédéric vient d'évoquer les enjeux du petit collectif. J'ai une première question. Pourquoi se développer sur ce segment ? Alors oui, bonjour Corinne, bonjour à tous. Alors, le développement santé-prévoyance sur le petit collectif regroupe deux enjeux importants. Le premier enjeu, hein, c'est un enjeu de recherche de relais de croissance de chiffre d'affaires et de marge suite à la loi Pacte. Parce que, comme vous le savez, hein, la loi Pacte a modifié en profondeur le modèle, hein, notre modèle de rémunération, en baissant notamment de manière importante la rémunération sur les phases de rente. Donc, il est important effectivement de trouver des relais de croissance pour compenser cette baisse. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de fidélisation de nos clients, et notamment de nos clients pros, hein, dont on sait qu'en majeur, ils sont clients pour un contrat retraite ou un contrat épargne. Donc, le multi-équipement en santé-prévoyance est primordial parce qu'il va renforcer les liens avec nos sociétaires. Et surtout, il va empêcher nos concurrents, hein, qu'ils soient assureurs, qu'ils soient banquiers, de se mettre en relation avec ces sociétaires sur ces thématiques, et puis au final de récupérer l'intégralité des contrats de protection sociale auprès d'eux. Donc on le voit, hein, le multi-équipement va être également un moyen de sécuriser notre portefeuille. Le développement de la santé prévoyance, c'est aussi... ça s'inscrit totalement aussi dans la démarche commerciale 360, hein, dont on rappelle que l'objectif, c'est d'aller de détecter l'ensemble des besoins de nos clients, de les prioriser et puis après de les instruire en fonction du calendrier que l'on a défini avec nos clients. Si on prend l'exemple d'un chef d'entreprise, hein, il peut avoir dans un premier temps un besoin de sécurisation de ses revenus à la retraite ou de protection de son conjoint. Mais il peut également avoir le besoin de couverture santé ou de maintien des revenus en cas d'arrêt de travail pour ses salariés. Alors justement, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre en région ? Et plus concrètement, Philippe, comment ça se matérialise ? Alors, la direction commerciale a décidé, entre autres, de mettre en œuvre un pôle régional de référence santé-prévoyance animé par un responsable national. Donc, le rôle de ces référents santé-prévoyance est de développer l'expertise santé-prévoyance à l'ensemble des conseillers commerciaux du groupe, mais également d'être en appui des équipes pour atteindre les objectifs fixés aux régions en matière de santé et de prévoyance. Alors, leur mission s'articule autour de trois axes. Donc, le premier, comme on l'a évoqué, c'est le maintien et le développement de l'expertise santé-prévoyance, notamment en assurant des animations et des formations en région. Le deuxième, c'est la diffusion de l'information relative à la santé-prévoyance, notamment
lorsque il y a des modifications dans ces domaines et trouver également les applications commerciales que l'on peut pousser en région. Et enfin, le dernier qui est important, c'est l'accompagnement des conseillers sur leur dossier pour maximiser la concrétisation de ceux-ci. Donc, on le voit bien, cette communauté des référents santé-prévoyance se coordonne avec les managers en région pour qu'ils déterminent ensemble les meilleures modalités d'intervention auprès des équipes. Alors concrètement, comment on peut l'illustrer? Alors, moi, j'ai souhaité partager une initiative qui a eu lieu l'année dernière dans la région Alpes et qui a donné de très bons résultats, et il me semblait important de pouvoir vous partager ce retour d'expérience. On y va? Rodolphe? Oui, bonjour à tous. Merci Philippe. Merci Corinne. Oui, effectivement, nous avons mis en place une action phase test sur la VAD santé avec 9 conseillers qui étaient tous volontaires du marché des professionnels. Et on a commencé cette phase au printemps 2020. Alors cette phase de vente à distance, elle a été motivée aussi par des déclencheurs, par des événements. Alors, le premier événement, on l'a tous subi, c'est le confinement mi-mars avec 2 grandes inconnues qui étaient comment garder le lien avec nos sociétaires, mais surtout c'était comment continuer à vendre nos solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cela nous semble certainement naturel d'organiser des rendez-vous en visio ou au téléphone, mais il y a un an, ce n'était quand même pas le cas. Le deuxième événement dans les Alpes, c'était la transformation de la distribution qui a eu effet au 1er février 2020. Il était donc opportun et nécessaire de présenter Thomas aux équipes commerciales ainsi que ses missions de référent. Le troisième déclencheur en anticipation, c'était l'arrivée de la RIA et de 100% santé sur la branche audio, avec tous les impacts sur notre portefeuille, mais aussi l'opportunité d'aller multi-équiper nos sociétaires non détenteurs d'un contrat de santé, mais aussi nos prospects. Et puis le quatrième constat, qui est plutôt régional, c'était la jeunesse de nos équipes, puisque 60% de nos collaborateurs du marché pro faisaient partie du segment décollage. Mais Thomas va vous apporter toutes les précisions sur son accompagnement des équipes. Alors justement, si on allait voir Thomas, raconte-nous. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc, pour répondre à toutes ces préoccupations, nous avons décidé courant 2020 de mettre en place plusieurs temps. Le premier temps, ça a été que j'intervienne en réunion ATM pour me présenter, moi, ma mission, et que je profite de la nouvelle réorganisation pour faire une présentation globale, générale et complète sur le sujet de la santé à nos managers. Le second temps, ça a été de former les équipes au 100% santé en intervenant lors de leur réunion commerciale. Et le troisième temps, ça a donc été la préparation de cette fameuse opération VAD. Il a fallu former les équipes sur les produits de la gamme Protec, mais aussi les informer de la réglementation et des bonnes pratiques en matière de VAD. On a eu la chance d'avoir des interventions du pôle juridique et d'Estelle Carlier du pôle VAD. On a également nommé un tuteur par équipe, un collègue issu du parc marché des particuliers, qui de fait est habitué à évoquer le sujet de la santé par téléphone. Le quatrième temps sur l'année 2020, ça a été l'organisation de permanences, durant laquelle j'ai passé 1h30 avec chaque collaborateur issu du pro pour aborder le sujet de l'audit santé collective dans sa globalité. On est parti d'une négociation qu'ils avaient en cours sur la gamme Flexio pour regarder ensemble l'environnement législatif, la prise d'éléments, la découverte des besoins, le fonctionnement et les atouts de notre gamme Flexio, les particularités du collectif que sont les choix des catégories et des structures tarifaires, les obligations administratives, et tout ça pour finir avec l'analyse et la pratique d'un outil comparatif que j'ai créé et mis à leur disposition. Sur 2021, il y a des choses de faites et des choses de prévues. En tout début d'année, il y a eu une organisation d'une présentation Teams pour toute l'ADR pour présenter et analyser la RIA, donc le dispositif légal, les perspectives de business, mais aussi le risque accru d'être attaqué. Et on a également fait une démonstration de Gérésilie-moncontraint.com pour permettre une prise en main aux collaborateurs. Depuis un mois, j'organise un créneau hebdomadaire, une demi-journée que je délègue vraiment aux collègues de la région. Ça permet 2 choses. Ça me permet à moi de m'organiser dans mon temps de travail et ça permet aux collègues d'être sûrs que je sois à leur disposition sur ce moment-là. Et la dernière chose qui est prévue pour l'année 2021, c'est que je me positionne en tant que référent santé prévoyant sur la partie CCN, avec pour but de développer nos relations avec les cabinets d'expertise comptable et, si nécessaire, accompagner des collègues pour renforcer effectivement le lien qui nous unit. Bravo Thomas, bravo, superbe. Merci beaucoup Philippe. Tu avais une question, je crois, encore à Rodolphe. Oui, parce que
l'action, c'est très bien, mais Rodolphe, c'est quoi les résultats? Fais-nous rêver, donne-nous des chiffres. Alors, faire rêver, je n'irai pas jusque-là. Faire envie, peut-être. En tout cas, j'espère que si notre action dans les Alpes peut aider certains de mes collègues à développer le marché de la santé, j'en serais ravi. Concernant les indicateurs, pour être plus précis, il faut noter une progression sur la PCP santé de 37%, hein, si je compare 2020 à 2019, et une croissance importante en nombre d'affaires, donc de 45% en nombre d'affaires individuelles et 29% en santé collective. Au final, la PCP santé dans les Alpes représente 7,8% en mix produit contre 2,7 ou 2,8% pour le réseau en 2020. Et pour conclure, cette acculturation du marché P trouvera pour moi tout son sens si on reste dans la continuité, dans la dynamique. Et je voulais, par ce fait, pour conclure, féliciter Thomas pour sa compétence et son engagement, qui est très important pour les équipes. Merci beaucoup Rodolphe et Thomas, et en effet vous faites très envie avec cette belle action. Merci Philippe, nous te retrouverons plus tard sur la partie questions-réponses. Alors rappelons que cette action menée sur le petit collectif a été réalisée en mode collectif sur la région Alpes. Frédéric, je te propose d'aller un petit peu plus loin, de regarder une vidéo réalisée par l'ensemble des collaborateurs. On la regarde ensemble ? Allez. De différents horizons vers un objectif commun, créons le rebond pour tout un chacun. Partage de connaissances, altruisme. L'esprit d'équipe. Les rebonds, c'est trop bon. Le multimarché, c'est une extraordinaire complémentarité des compétences. Synergie, 360, rebond. L'audit de protection sociale, c'est la clé des rebonds pour le multimarché. Le multimarché, c'est des échanges facilités en interne pour une meilleure efficacité sur le terrain. Alors Frédéric, si le développement du petit collectif est un enjeu majeur avec la clientèle du E, on va voir qu'en est-il du développement en santé-prévoyance côté clientèle du particulier. Alors pour cette séquence, nous allons côté marché du P. Pour cette séquence, nous allons accueillir en duplex Céline Lazzaro, manager commercial Midi-Pyrénées, qui est en ligne avec nous. Nous excusons l'absence de Patrick Gillot suite à un petit souci de santé. Oui. Et Frédéric, tu as proposé d'animer cette partie avec moi. Alors j'ai justement une première question, Frédéric. Les collaborateurs du marché particulier, reconnus pour leur expertise en santé individuelle, accompagnent une démarche commerciale qui contribue au multi-équipement de leur clientèle. Qu'en est-il exactement? Alors c'est vrai que sur le marché des particuliers, il y a une vraie expertise sur la commercialisation des offres santé. Hein. C'est le gros de leur activité et de leur production, hein, puisque peu ou prou, c'est 80-85% de la prod des collaborateurs du marché des particuliers est réalisée sur la santé. C'est très bien, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais on attend aussi qu'ils aient cette démarche 360 et qu'ils ouvrent sur d'autres thématiques, et donc principalement la dépendance, mais également les certificats mutualistes. Et donc là, on est typiquement dans cette logique qu'évoquait en préambule Rodolphe, cette démarche 360 qui s'ouvre sur l'ensemble. Et c'est également cette démarche multimarché où finalement tous les collaborateurs contribuent. Et donc la volonté d'avoir une animation, c'est d'aller chercher des opportunités pour les autres segments de clientèle. Et donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est principalement que chaque collaborateur, lorsqu'il est en situation de vente, ait cette ouverture, ne se limite pas à cette vente monoproduit, mais qu'ils installent une démarche qui ouvre sur d'autres pans. Et je pense principalement, comme je le disais, à la dépendance, les CM, les frais d'obsèques. Voilà, aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont fortes en termes de développement. Et c'est cette démarche 360 qui va nous permettre de répondre à ces enjeux. Et donc là, toute l'action du manager multimarché est un vrai accélérateur, puisque c'est le manager qui impulse cette démarche, c'est le manager qui anime cette démarche et qui la pilote. Et donc là, Céline va nous faire part de son expérience et surtout de ses très bons résultats sur l'année 2020. Eh bien voilà, Céline, Frédéric a tout dit. Je te propose de te présenter et justement de nous présenter donc l'action spécifique que tu as réalisée. Bonjour. Le micro. Ah.
Je pense qu'il faut que tu allumes ton micro, voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, nous entendons pas. Ils me disent que oui. Donc, parfait, okay. Merci. Nous aussi. Super. Bienvenue Céline. Bon, voilà. Alors, pour me présenter rapidement à vous, donc, je suis rentrée dans le groupe il y a un petit peu plus de 20 ans. J'étais conseillère sur le marché du professionnel, et puis formatrice, et puis responsable régionale épargne patrimoniale, toujours en Midi-Pi. Et puis enfin, donc, manager, à partir de septembre 2019, j'ai été nommée dans le cadre de la transfo de la distribution. Voilà. Mon équipe est composée de 6 conseillers du pro, 4 du particulier et 1 de l'entreprise. Et la particularité de mes conseillers du particulier, c'était qu'en fait, c'était des conseillers qui se posaient beaucoup de questions par rapport à leur place dans l'équipe, leur place dans le multimarché et finalement leur capacité à développer plus de chiffres que par le passé. Merci beaucoup Céline. Alors justement, les aléas du direct, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, juste avant, nous avons vu une vidéo qui n'était pas la vidéo Alpes, qui était la vidéo, en effet, Midi-Pyrénées, n'est-ce pas, hein, Céline? Voilà. Donc, si vous le permettez, on ne va pas remettre la vidéo Midi-Pyrénées, mais on va clôturer, en effet, cette séquence. Et merci beaucoup parce que très belle action, hein, Frédéric. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Alors, juste si Céline pouvait expliquer un petit peu plus ce qu'elle a mis en œuvre finalement pour atteindre ces résultats et cette réussite. Alors, on y va sur ces résultats. Voilà. Allez, ok. Alors, donc, en fait, d'abord, j'ai voulu apprendre à les connaître. Donc, je les ai tous rencontrés en juillet, avant ma prise de fonction de septembre, de sorte à entendre leurs attentes, leurs espoirs, leurs craintes et surtout à leur donner ma vision positive du multimarché. Ensuite, tout au long de l'année, j'ai appris à les connaître, à connaître leur métier, c'est-à-dire la typologie de leurs clients, les attentes des clients, la façon dont ils les rencontrent, et puis aussi leurs produits, ce qu'ils proposaient, comment ils faisaient. Ça m'a permis de mesurer un peu aujourd'hui quels étaient leurs points forts par rapport à ces contrats, mais aussi leurs axes d'amélioration, tant par rapport aux produits que finalement commercialement. Donc, j'ai repris avec ces collaborateurs, notamment, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était la méthode commerciale, les 5C, la méthode US, tout simplement parce que moi, en tant que manager venant du pro, j'étais tout à fait consciente de mes limites par rapport à la connaissance sur les produits. Mais par contre, ce qui m'intéressait, moi, derrière, c'était les rebonds et voir comment je pouvais intégrer tout ça dans l'équipe. Donc, on a travaillé beaucoup tout ça. On a fait finalement un accompagnement personnalisé. De mon côté, j'ai dû m'acculturer parce que Dan, Cole, Selligent, tout ça, c'était que des mots. Donc, je ne savais pas du tout comment piloter finalement leurs activités. Et donc, ça m'a demandé un petit effort quand même, ça c'est sûr. Mais au final, ça m'a permis d'adapter le système de pilotage du pro au conseiller du P et puis de trouver finalement entre les entretiens mensuels et les entretiens hebdomadaires un bon rythme. Et enfin, un point qui était très important pour moi, c'était, si je peux dire, remettre l'église au centre du village. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils faisaient moins bien que leurs collègues du pro. Et en fait, en affichant tous les mois les résultats de tout le monde, de toute l'équipe, toute clientèle confondue, avec les performances de chacun, ça leur a permis finalement de regagner confiance en eux et de s'éclater et finalement d'avoir de super résultats parce qu'ils ont vu qu'ils étaient aussi bons que leurs collègues. Voilà, donc au final, on peut dire que j'ai rien fait d'extraordinaire si ce n'est de leur accorder du temps finalement, d'apprendre à les connaître, de les écouter, de les traiter, de leur donner le même traitement entre guillemets, si vous me permettez l'expression, que leurs collègues du pro ou du E. Et puis j'ai pris énormément de plaisir à bosser avec eux parce qu'ils sont motivés, ils sont impliqués, c'est un vrai bonheur. Voilà. Bravo vraiment pour cette superbe dynamique, en tout cas, merci. Ça se ressent, se ressent le plaisir. Et ça se transmet en plateau, je te le garantis Céline, merci beaucoup. Super. Et bien sûr, alors maintenant ce que je vous propose, on va retourner dans les Alpes, comme quoi la direction du développement, c'est toutes les équipes, on s'adapte, voilà. Comme Céline s'est adaptée, exactement, on s'adapte. Merci encore Céline. Donc je vous propose, merci beaucoup et à très bientôt. Et donc maintenant je vous propose de retourner voir la vidéo des Alpes. Ce qui caractérise Thomas, c'est son professionnalisme, sa technique, sa disponibilité, son écoute et sa générosité. Proactivité,
Partage de connaissances. Épaulé. Guidé. Lecture facile et rapide des tableaux de garantie. Thomas, tu es souriant, formateur, patient, une force tranquille, épaulant, encourageant. Formation technique, préparation de dossiers, accompagnement personnalisé, un réseau pro décomplexé sur la santé. Compétences, astuces. Compétences, générosité, simplicité. Alors, nous venons d'évoquer l'expertise et les bonnes pratiques des collaborateurs de la clientèle du E et du P au profit d'une démarche multimarché. On va voir maintenant qu'en est-il au niveau du marché. On va aller côté marché pro. Voilà. Et bien pour ce, nous allons accueillir Jean-Michel Musard, directeur de la clientèle des professionnels et TPE. Bonjour Jean-Michel. Et très élégant, comme à son habitude, et ravi de te retrouver ce jour sur ce plateau. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Bonjour à tous, je te laisse t'installer. Monsieur Musard. J'ai une première question. Alors, quelle est l'actualité que tu souhaites nous faire partager aujourd'hui sur le RE ? Alors écoute, en lien avec les enjeux du groupe de stabilisation du chiffre d'affaires de la mondiale, je souhaite revenir sur les deux opérations phares qui concernent la gamme retraite sur 2021. C'est une première opération de bascule sur le collectif, et la seconde, c'est la transformation sur l'individuel. La première opération, c'est la bascule des contrats article 83 vers le PERO. C'est une opération importante qui a démarré début janvier pour la clientèle de l'entreprise et des pros. Il y a eu un live, pour rappel, là, le 7 janvier, et puis la livraison de fichiers pour le pro le 28, avec 600 entreprises de plus de 10. Et la livraison de l'opération commerciale, elle est en cours de livraison là, cette semaine pour la clientèle de l'entreprise. C'est une opération importante qui n'est pas facile, et j'en profite pour remercier les directeurs de développement qui tiennent la baraque sur le sujet. C'est pas facile parce que le portefeuille 83 sous 8X, un système de gestion, il est en délicatesse, c'est rien de le dire. Et je sais que voilà, c'est compliqué sur le terrain à aller défendre ces éléments-là. Pour autant, c'est important parce que à chaque fois que vous arrivez à basculer ces contrats-là, trivialement, on met un peu les cotisations au chaud quand même, on sécurisait le portefeuille, la rémunération du conseiller. Donc c'est important de ne pas lâcher là-dessus. C'est 600 fiches pour un peu plus de 500 000 euros de PCP aujourd'hui, donc c'est pas neutre. Et on va continuer à lotir le portefeuille jusqu'à la livraison des moins de 10 début juillet. Donc voilà, bravo pour ça. Il faut pas lâcher, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Le second sujet, c'est la transformation du portefeuille en péri, qui est encore plus impactant en termes de volume contrat, puisque c'est 127 000 entreprises, 127 000 contrats Madelin, qui vont basculer au 1er janvier 2022 et qui feront l'objet d'un live et puis surtout d'un atelier dédié demain après-midi. Donc pareil, là, on a une belle opportunité d'en faire... du rendement et de la prod aussi commercialement, avec, j'ose le dire, le moins d'intervention possible du réseau. L'idée, c'est bien de mettre au chaud un peu, c'est un peu le même sujet que sur le collectif, de sécuriser le portefeuille sur l'individuel. Alors justement, tu viens d'évoquer deux sujets. Est-ce que tu as des bonnes pratiques ou des apports significatifs en région ? Ouais, alors j'aimerais que sur la partie collective, on fasse une aide d'honneur à Nathalie Motard, qui est son inspection, son équipe multimarché à Paloise, qui nous montre la voie sur le collectif, parce qu'elle a des très beaux résultats. Bonjour Nathalie, nous t'accueillons sur ce duplex et nous te donnons la parole, bien sûr. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Je vous remercie de pouvoir témoigner des réalisations de l'équipe paloise. Donc en effet, sur les derniers mois, nous avons travaillé sur le sujet de la retraite collective, qui est un vrai sujet, un outil tant de fidélisation que de conquête. Nous avons engagé une opération de protection du portefeuille de la retraite individuelle et en parallèle, nous le faisons également sur le collectif. Donc nous avons à fin mars collecté 233 000 euros de PCP au global pour un total de 27 contrats, ce qui est une belle performance
pour nombreux des collaborateurs, performance individuelle, mais bien évidemment performance collective. Et je vous remercie de votre mise en honneur aujourd'hui. Donc pour ce faire, nous avons travaillé en lien avec notre référente retraite en région, pour ne pas la nommer Fleur Lacappe. Nous avons travaillé sur d'abord les spécificités techniques de l'article 83 versus le PERO pour que les collaborateurs soient bien en maîtrise technique, c'était un impératif. Et ensuite, nous avons travaillé sur l'argumentation commerciale pour inciter le chef d'entreprise à basculer ces nouvelles cotisations sur le PERO, outil qui présente une grande souplesse, un bénéfice tant pour le dirigeant que pour les salariés. Nous avons doublé cette opération, cet argumentaire pour certains d'entre eux d'un accompagnement sur la mise en place du contrat et notamment des réunions collaborateurs qui nous permettent de nous différencier par rapport à la concurrence qui est souvent sur l'argument unique de la baisse du forfait social. Alors merci Nathalie. On s'aperçoit aussi qu'en pilotant de belle manière cette opération commerciale, tu as aussi fait beaucoup de conquêtes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors toute l'argumentation qu'on a mis en place sur l'aspect fidélisation peut bien évidemment se mettre très facilement sur la partie conquête. Pour être très honnête, donc les contrats que l'on a signés en conquête sont des opportunités commerciales suite à recommandation. Cependant, ces premiers succès nous invitent à mettre en place une action offensive sur des cibles en prospect Agir Carco ou encore en lien avec des CCN ciblés dans le cadre de la démarche Preuve Santé du petit collectif et ainsi entrer en parfaite cohésion dans la démarche multi-équipement qui est la nôtre. Bravo en tout cas et merci pour ça. Merci à vous. Merci beaucoup Nathalie. Alors merci beaucoup. Alors Jean-Michel, est-ce que tu peux nous présenter justement l'équipe de la région paloise qui a accompagné la réussite de ce projet ? Ouais, alors je crois savoir qu'ils ont préparé une petite vidéo, donc tu peux envoyer. Ah aussi Eh ben on y va alors. Le PERO est un outil à la main du dirigeant. Outil de rémunération, de cohésion et de compétitivité. Il fidélise et protège ses salariés. Tout en optimisant sa fiscalité. Une équipe paloise mobilisée. Alors justement, tu as évoqué un second sujet tout à l'heure sur la transformation du portefeuille Madelin. Oui, alors c'est la grosse opération de l'année et je rappelle qu'en attendant le vote au conseil d'administration d'Amphithéâtre le 10 juin, l'idée, et c'est aussi demain où on va travailler dessus lors d'un atelier dédié, c'est de préparer au mieux le réseau, le doter de kits pour que le manager soit simple à animer et que l'opération elle se passe sur du velours, si je puis dire, c'est-à-dire avec un minimum de temps passé et surtout lui donner aussi tous les outils nécessaires pour qu'il puisse s'approprier avec brio cette transformation. Alors justement, quel est cet outil ? Alors cet outil, c'est réalisé par l'inaltérable Igor Brenner que je salue ici et que je félicite au nom de la direction commerciale et du réseau. Bonjour Igor. Igor qui a fait une belle calculette justement de mesure d'impact. Donc je lui passe le témoin pour une démo. On y va Igor ? Rapidement, l'idée c'était de faire quelque chose à la fois de complet, rapide. Et je vous propose effectivement de le découvrir en image parce que 1 minute 30, je n'aurais pas réussi à le faire en direct. Alors, c'est un outil qui sera intégré dans la calculette Perpact sur lequel on va renseigner un certain nombre de choses assez rapidement et en particulier l'épargne en compte compartiment par compartiment et taux par taux, données qui seront communiquées à chaque conseiller par le marketing. À partir de là, on aura l'épargne au terme issue de cette épargne acquise en fin 2021. Les taux de conversion sont intégrés dans l'outil, donc vous avez les tables et les taux donc, de conversion du capital en rente sur chacun des compartiments. Et donc de facto, la rente de première année, s'il gardait son Madelin en l'état, et bien sûr sans l'alimenter à partir de 2022. Alors en plus de la rente de première année, vous aurez également la rente de 25e année avec la revalorisation qui a été décidée par l'utilisateur et le cumul des rentes perçues sur 25 ans. Et on pourra le comparer avec un péri sur lequel on ferait exactement les mêmes retraits
que les rentes du Madelin, et on voit le solde du capital restant sur le péri si on fait ça pendant 25, 27, 29, etc. Dernier élément de comparaison, c'est la rente viagère du péri, c'est-à-dire qu'on transforme, mais on sort néanmoins l'intégralité en rente viagère, et on va voir l'écart sur la rente de première année et l'écart sur la rente de 25e année, et éventuellement donc l'écart de cumul, qui sera assez variable suivant la structure du contrat d'origine. Et enfin, dernière chose qu'il y aura sur la même page, un rappel des différents avantages de prendre la transformation, et en particulier la disponibilité du capital au terme et pour acheter sa résidence principale, mais également l'avantage d'avoir un produit récent et plus souple avec une ancienne table de mortalité qui n'a plus cours aujourd'hui. Merci beaucoup et en effet très beau témoignage d'Igor. Je ne sais pas si tu es encore avec nous en duplex, mais bravo à toi et ça donne très envie en effet et c'est très facile visiblement d'utilisation. Bravo. Merci Igor. Merci, à bientôt. Igor. Frédéric, tu voulais faire un mot de conclusion de cette partie? Alors je sais qu'on est très en retard, mais je vais être très rapide. Donc merci à Igor pour cet outil. Alors c'est pas que celui-là, parce qu'il fournit énormément de choses au réseau. Donc heureusement qu'on l'a et merci d'être là, Igor. L'autre point que je voulais saluer, c'est également une évolution qu'a apporté la transformation de la distribution. Dans le cadre des deux témoignages, on voit l'importance de l'appui des référents santé-prévoyance et référents retraite. Hein, c'est quelque chose qui est nouveau et qui vient bien appuyer les régions. Et donc ça, c'est vraiment un des bénéfices de la transfo. Et je voulais au passage remercier Franck Gisclard pour tout ce qu'il fait au niveau des référents retraite. Et puis, tout à l'heure, il ne s'est pas auto-nommé, mais Philippe Reynaud qui a aussi pris l'animation des référents santé prév au niveau national. Voilà, donc c'est une belle évolution organisationnelle qui apporte beaucoup et qui apportera encore plus au réseau en termes d'appui et de compétences techniques et commerciales. Merci beaucoup pour cette bonne conclusion et tu restes avec moi en effet pour le démarrage de cette autre partie. Merci Jean-Michel, donc à plus tard. Donc avant de démarrer justement ce second temps de cette Web TV, j'ai une question rapide. Quelles sont les attentes aujourd'hui de la direction du développement vis-à-vis de la direction des expertises ? Alors, les attentes, c'est un peu ce que j'évoquais, hein. C'est le soutien au développement. Donc, dans les missions de la direction des expertises, il y a une mission d'appui et j'ai nommé un certain nombre de collaborateurs de la direction des expertises depuis le démarrage de cette Web TV. Donc, ce sont des personnes qui viennent en appui technique et commercial des équipes multimarchés, des directeurs de développement en termes de contenu, de renforcement de la compétence technique et commerciale. Donc, c'est principalement ça, c'est être à nos côtés pour nous faciliter l'atteinte de nos objectifs par l'apport de moyens, de contenu, de soutien. Alors, pour répondre à la commande, moi, je te propose de demander à François de nous rejoindre et de passer à cette séquence du côté direction des expertises. François, quand tu veux. François peut venir. C'est l'expertise, il faut un petit peu de temps. L'expertise arrive. Ça livre ensuite. Hein, quand ça livre, c'est... Voilà. Bonjour François. Alors, bien sûr, je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à tout moment, vous posez vos questions via le chat proposé. Nous les traiterons en fin de cette séquence, bien sûr. Alors, François, j'ai une première question. Il y a des points de contribution, justement, de la direction des expertises pour accompagner le développement. Comment une direction des expertises répond à une commande d'une direction du développement ? Exigeante. Forcément. Merci Corinne et merci Frédéric. Oui, cette question est l'occasion de faire un point sur la feuille de route de la direction des expertises et il y aura la réponse à cette question dedans. Je vais d'abord quand même dézoomer un petit peu parce que ce qui est frappant, je trouve, en arrivant chez AG2R La Mondiale, c'est à quel point l'expertise est une part essentielle de l'approche commerciale de la maison. Nous ne sommes pas une société qui vend en direct en low-cost sur Internet. Nous ne sommes pas non plus un géant multinational qui fonde son approche commerciale sur la gestion d'actifs internationaux, etc. Et ça se voit au niveau des brochures. Hein. Quand on compare les offres commerciales, on voit très bien la différence de positionnement. C'est frappant. Moi, ça m'a frappé quand j'ai regardé ça.
En revanche, on fonde notre approche sur le conseil et les solutions intéressantes pour le client et équilibrées pour nous en tant que porteurs de risque. Et là, je trouve qu'on est 100% aligné par rapport à la raison d'être du groupe, qui est, alors je vais le dire avec mes mots, mais d'être à côté du client pour le conseiller sur les bonnes décisions à prendre dans notre secteur de la protection sociale, qui est un secteur qui est à la fois très technique, par moments oxygène, et donc sur lequel l'approche pédagogique est nécessaire. Voilà. Donc pour moi, le maintien et le développement de cette expertise, et c'est vraiment tout le contexte de la réponse, c'est de dire que on a avant tout une agilité technico-commerciale par rapport aux événements réglementaires et à leur évolution. Et là, clairement, toute la transformation Madelin PER, on est au cœur de ce sujet-là. Le soutien de cette capacité de conseil passe par des outils flexibles. On vient de voir d'ailleurs la démonstration avec Igor. Et puis, je pense qu'il y a aussi la vision complète du client. Ça, c'est quelque chose qui est dans notre feuille de route sur l'approche 360. Et la conviction que je voudrais vous faire passer, c'est que je pense qu'on est le seul réseau à avoir cette capacité-là. Je pense qu'il n'y a aucun autre réseau commercial qui est capable de prendre un dirigeant, d'avoir toute la compréhension de la technique autour du dirigeant, d'avoir la compréhension de ce qui se passe dans l'entreprise et la protection sociale de l'entreprise, et d'avoir la vision sur le patrimoine et comment il évolue dans le temps, avec l'approche, par exemple, de conseil qui ira en soutien de l'action de transformation. Et là, c'est vraiment un atout commercial majeur. Voilà. Et un des rôles fondamentaux, puisque vous posez la question, c'est de la direction des expertises, c'est de contribuer à maintenir et à renforcer cette expertise sur l'ensemble du réseau de proximité. Alors concrètement, comment tu matérialises tout ça et comment tu peux illustrer au sein de la direction? Alors concrètement, je pense que nous, on se donne toujours une feuille de route qui est à la fois business et support. Je vais commencer par la partie support. C'est le rôle de maintien et de développement de l'expertise pour l'ensemble des forces commerciales. Alors, ça passe d'abord par les directeurs des expertises en région et par l'ensemble des appuis, les RAC pour la politique conseil, les REP pour l'épargne patrimoniale, beaucoup de formations en ce moment liées au safety care mutualiste. Il y a les référents sur la retraite individuelle et collective. Donc, Franck Giscard, Frédéric a souligné son rôle et en particulier en ce moment, on est à peu près aux 3/4 de l'ensemble des formations qu'il y a pour la conversion, article 83 Perrault. Il y a les Artéo, on aura une intervention tout à l'heure, un peu plus tard dans notre présentation. Les référents santé-prévoyance, avec Philippe Reynaud, nouvellement nommés et prenant leurs fonctions. Et ils sont tous en proximité régionale avec cette animation nationale. Je vais donner quelques illustrations qui étaient... Il y a un mois et demi, 2 mois, on s'est posé avec Frédéric et Frédéric m'a dit, écoute-moi, j'attends une contribution. On avait une liste assez précise de points. Il y en avait, je dirais, un bon tiers sur la politique conseil. Donc, je vais commencer par là. Je trouve qu'il y a eu un travail important qui a été conduit par Philippe Dion et son équipe avec l'ensemble des directions régionales, en particulier sur les axes du plan de développement régional. Donc, aussi bien sur l'animation, la constitution du bilan partenaire, ce sera un atelier de demain, et également sur la politique multimarché. On y reviendra tout à l'heure. On va avoir un autre axe important de l'année sur la politique produit ERE. On est quand même sur un tournant également sur tout cet axe d'épargne retraite entreprise, avec l'accord quand même qui change beaucoup nos perspectives avec Natixis Interépargne. Donc là, il y aura... il y a déjà un produit, on va dire, de substitution urgente qui a été mise en place. Mais a priori, d'ici 3 mois, on va avoir un produit dédié sur l'ensemble de l'épargne salariale aux couleurs d'AG2R La Mondiale. Et puis le troisième point, on a parlé, ce sont tous les modules. On a vu le module Perron, on aura les modules Péri et des argumentaires spécifiques. Là, Franck a beaucoup de tours dans son sac. Et donc, voilà, c'est quelques exemples. Après, on a travaillé aussi, je le disais en introduction, sur les métiers. On a eu une formation là qui a été faite sur la loi de financement de sécurité sociale et la jurisprudence, et qui va être déployée sur l'ensemble des conseillers et des assistantes relevant de cette expertise entreprise. Alors justement, pour illustrer ça très concrètement, nous allons présenter la 3 Focus Business en région, les grands comptes directs, le courtage et le travail en commun, également des appuis au service du développement épargne. Est-ce que ça te convient, Frédéric? C'est très bien. Est-ce que la commande a été respectée?
tout n'est pas livré, mais tout n'est pas livré, à ce stade, oui. mais elle est entendue, on va dire. Oui, d'accord. Ok, ben merci beaucoup pour cette feuille de route et bien sûr, je te propose de revenir tout à l'heure. Merci, à beaucoup. tout à l'heure. Merci. Et François, donc tu viens d'évoquer en effet ces 3 focus business. Je te propose de passer directement au grand compte direct et d'accueillir avec nous en duplex Arnaud Poix. Alors je crois que tu avais une question à lui poser sur cette partie, les grands comptes directs. Oui, alors je vais te donner un élément de contexte, parce qu'effectivement, au-delà dans la feuille de route de la direction des expertises, au-delà du soutien, il y a aussi une grosse activité effectivement business direct. Et dans le direct, AG2R, comme institution de prévoyance, a un portefeuille direct important, en prévoyance santé comme en épargne retraite. Et c'est un portefeuille qui n'est pas facile de tenir dans le temps. On est sur un marché avec plus de demandes de conseils, plus de demandes d'accompagnement. Et souvent, les courtiers, on va dire, jouent leur carte là-dessus et attaquent le portefeuille direct. C'est vraiment le constat qu'on a vu dans l'ensemble des régions. Et pourtant, je pense qu'en répondant par nous-mêmes à cette attente des entreprises de conseils et d'accompagnement, il y a des belles affaires qui sont faites en direct, prises ou non à des courtiers, mais quand même aussi prise à des courtiers. Je voulais partager avec vous effectivement l'expérience d'Arnaud et je vais commencer par lui demander, Arnaud, quelles étaient tes réalisations de 2020 sur ce segment. Bonjour Arnaud. Bonjour Corinne, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, 4 nouveaux grands comptes au 1er janvier 2021, ce qui représente un peu plus d'1,3 million de PNA. D'accord. Et c'était plutôt des comptes qui étaient auparavant directs, des comptes qui étaient pris à des courtiers. Quelles étaient l'origine de ces affaires pour toi? Alors les deux, sur ces 4 nouveaux grands comptes, on a tout d'abord 3 entreprises de plus de 500 salariés et sur ces 4 grands comptes, nous avons 2 structures qui sont reprises au courtage, Verlingue et Verspiren. D'accord. Alors, moi j'ai une question quand même Arnaud. Est-ce que cette pratique, elle peut être partagée avec d'autres régions? Est-ce qu'elle est facilement duplicable et si oui, comment? Eh bien, nous nous sommes appuyés sur deux leviers majeurs. D'une part, sur les rebonds, avec des rebonds qui nous ont été apportés par chargé d'affaires du développement, par notre responsable du développement retraite, mais aussi par notre chargé d'affaires en compte épargne, qui nous ont permis d'identifier ces négociations et de rentrer en négociation sur ces dossiers tout d'abord. Donc ça, c'est le premier levier. Et puis le deuxième levier sur lequel nous sommes appuyés, c'est rechercher la meilleure réponse possible et la plus précise pour répondre aux attentes des structures avec lesquelles nous étions en négociation, et ceci en nous appuyant sur la force du collectif. Alors très concrètement, ça s'est matérialisé comment? Il y a eu des interventions des équipes de gestion, de notre RDAS pendant les phases de négociation. Et ça a permis, je dirais, de donner une dimension plus précise à nos arguments en faisant intervenir des interlocuteurs en spécialité des sujets. Et puis, ça a permis également de personnaliser l'interlocution. Très concrètement, côté gestion, on a pu mettre en avant des formations auprès des équipes RH si nous étions retenus sur ces dossiers, des tests paramétrage DSN. Et côté de l'engagement social, il y a eu vraiment une vision plus précise du fonctionnement des aides individuelles. Donc 2021 s'annonce bien sur les bons auspices alors? Alors tout à fait, en continuant à nous appuyer sur nos forces, la connaissance des secteurs de conventions collectives et puis notre capacité de rebond. Merci beaucoup, merci Arnaud et un très bel exemple du tout est possible, hein François, même si en effet le marché des grands comptes change alors que dans la rubrique du tout est possible, je te propose maintenant de passer à la séquence courtage en région, une autre priorité de ta feuille de route de la direction des expertises. À très bientôt Arnaud. Et là, nous allons accueillir, bien sûr, sur la partie courtage en région, nous accueillons Dominique Morel et Gwenaëlle Perrault. Merci. Donc Dominique Morel, donc directeur courtage grand compte et épargne patrimoniale, et Gwenaëlle Perrault, directeur des expertises Bretagne, Pays de Loire. Bonjour à vous deux. Dominique, j'ai une première question.
un des axes prioritaires de la feuille de route de la direction des expertises est le développement du courtage en région. Est-ce que tu pourrais nous en donner un peu les contours et peut-être faire l'annonce d'un projet qui est bien avancé? Oui, bonjour Corinne et bonjour à tous. Alors effectivement, en fait, on est dans un schéma tel que l'a évoqué juste avant François avec Arnaud, en fait, où globalement, on a un marché aujourd'hui qui est de plus en plus différent et avec une prise de part de marché sur l'entreprise de plus en plus importante du courtage. Et donc, encore bravo à Arnaud de pouvoir continuer à travailler, et je l'espère comme beaucoup, sur la partie directe. Au demeurant, le courtage prend de plus en plus de poids aujourd'hui sur le marché de l'entreprise. C'est un fait. Et schématiquement, ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, on est dans une structure où on arrive très très bien à distribuer aujourd'hui, par l'intermédiaire des courtiers, sur tout ce qui relève des offres sur mesure ou des offres Simpléo, et on a un petit peu plus de mal à distribuer les offres Flexéo à ce jour. Donc, sachant que jusqu'à maintenant, on a donc une palette où globalement, on intervient de plus de 1 salarié jusqu'à plus de 1000 à travers le courtage régional. Donc ça, c'est le constat. Et donc, à partir de ce constat-là, ce qu'on a élaboré en fait avec François Montenay, avec François Kwasnik, en fait, c'est de proposer au groupe de se développer à travers une plateforme de courtage. Cette plateforme permettra d'avoir une offre qui soit dédiée aux courtiers pour les entreprises de 1 à 50 salariés, aussi bien en santé qu'en prévoyance. Et puis, on proposera à travers cette plateforme aussi les offres, bien entendu, sur mesure et les offres Simpléo. Donc, on est dans un schéma où on va fonctionner différemment, ouvrir plus de possibilités et donner la main complètement aux courtiers, à nos partenaires, donc aux intermédiaires, pour pouvoir souscrire en direct sans nécessairement passer par son chargé d'affaires sur les offres de 1 à 50 salariés. Au-delà, bien entendu, il travaillera avec son chargé d'affaires pour tout ce que les offres sur mesure, et ça ne changera pas. Donc, on change de paradigme et on a tout ce projet-là qui devrait aboutir à une mise en place à peu près aux alentours de septembre. Donc, cette année, c'est un projet qui est très dense et très court dans le timing tel qu'on l'espère, et on espère vous mettre ça à disposition pour l'ensemble des régions à partir de mi-septembre. Alors, il n'empêche que depuis le début de l'année, depuis plusieurs années, en fait, on s'aperçoit que le courtage progresse aussi dans le groupe et que les directions régionales ont des objectifs qui sont régulièrement dépassés. Et on a fait vous avez fait notamment une excellente année donc, sur le courtage régional en 2020. Et pour ce faire, c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est comment vous avez fait en région. Et donc, pour ce faire, j'espère qu'on a Gwenaëlle qui est là. Donc, bonjour Gwenaëlle. Bonjour Dominique. C'est d'avoir une vision en région. Vous êtes beaucoup à avoir bien réussi. La Bretagne-Pelvoux a très très bien réussi aussi sur le courtage régional cette année. Peux-tu nous donner en fait un petit peu comment vous êtes organisé aujourd'hui, aussi bien pour le pilotage que pour l'animation sur ce domaine-là? Ok, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, on a eu des belles réussites en Bretagne sur le courtage régional, comme sur l'ensemble des autres domaines d'ailleurs. La Bretagne est assez performante dans tous les domaines. Alors on s'est un peu basé sur le même principe que la politique partenaire quand il s'agit des courtiers, puisqu'on a segmenté nos partenaires courtiers en 4 grandes catégories. Les premiums qui sont à développer, les standards et passifs de catégories différentes qui sont à développer, et puis ceux qui sont à conquérir, en limitant nos volontés de conquête à 3 cabinets par chargé d'animation courtage par an, sachant que j'ai 2 chargés d'animation courtage. Donc de cette segmentation, on a voulu adapter notre animation en fonction du segment. Et donc on a défini par segment une fréquence de visite, une fréquence de contact, d'un plan de formation spécifique des courtiers et de leurs collaborateurs, mais adapté à chaque segment de courtiers. Et puis on a organisé pour l'ensemble de nos courtiers plusieurs manifestations, plusieurs événements un petit peu hors cadre, puisqu'on sait que sur des formats un peu classiques, on a beaucoup de monde à faire venir les gens, donc on a essayé de sortir du cadre. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, toujours pareil, en partant un peu de l'idée de la politique partenaire, en 2021, cette année, là, j'ai mis en place les bilans partenaires courtiers, pour effectivement mieux connaître les courtiers individuellement, mais aussi mieux connaître leur cabinet. Tout ça toujours pour adapter notre animation véritablement à chaque cabinet. Alors ce bilan, très simplement, il comprenait 5 points. Un bilan, ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser les saisies,
Ça veut dire comprendre pourquoi on a signé parfois, pourquoi on n'a pas saisi. Donc ça, c'est vraiment le bilan. Une partie de notre part rappelle des règles de souscription et des règles de saisie, ça fait jamais de mal. De faire le courtier parler sur ses souhaits de développement, les secteurs d'activité sur lesquels il souhaite se développer, et également de mettre noir sur blanc, parce que tout ça on l'a écrit, nos engagements réciproques de la part du courtier, que ce soit sur les délais à respecter, que ce soit sur le nombre de saisies. Et puis dernier point, on a fait un focus très particulier, et c'est ce que je fais aussi avec mes grands comptes en direct, sur nos services. Je pense qu'on ne présente pas suffisamment nos services aux courtiers, donc là on a fait un gros focus. Merci beaucoup Gwenaël et merci beaucoup Dominique pour ces très beaux témoignages, ce qui va nous permettre en effet d'aller sur la troisième séquence, bien sûr la troisième partie de ta feuille de route, qui est l'interappui et interprofessionnalité RAC, REP et Artéo. Et là, je vous dis qu'on a énormément d'intervenants et nous allons accueillir pour ce troisième sujet Stéphane Bessière, responsable pôle transmission d'entreprises organisées, Isabelle Morézin, REP Lorraine-Alsace, César Méliquet, Artéo Lorraine-Alsace, Olivier Dalle, RAC Hauts-de-France et Christine Tang, conseiller Alsace, Lorraine-Alsace, excusez-moi. Et ils sont 5. Alors moi j'ai une première question, Stéphane. Tu as mis en œuvre avec Françoise Philippe Lallier et Philippe Dion un modèle d'animation innovant sur 2020, lequel bien sûr se poursuit sur 2021. Ce modèle a été déployé de l'approche 360 sur le contexte transmission d'entreprise, mais on s'aperçoit qu'il peut parfaitement s'adapter aux autres contextes et enjeux du réseau commercial. Est-ce que tu peux nous expliquer, Stéphane ? Oui, Corinne, bien sûr. Bonjour à tous et toutes. En fait, on a construit un modèle qui s'adresse à la fois aux conseillers, mais aussi en même temps à leurs partenaires. Avec les Artéo, les REP et les RAC, on a déployé une animation qui est en fait identique, quel que soit le type de région, que ce soit une petite région ou une grande région, mais aussi en fonction des contextes sanitaires, qu'on soit confiné ou pas, on peut le faire sans jamais reporter ou annuler notre animation. Pour résumer, c'est un modèle passe-partout en fait. Alors justement, concrètement, comment ça fonctionne, Stéphane ? Bon, alors là, on va voir une planche pour illustrer cette animation. Donc les animateurs sont réunis à droite dans une salle commune, ça peut être une salle de visioconférence. Ils peuvent être aussi isolés dans leur bureau ou chez eux, tout simplement. On peut comme ça avoir un animateur qui vient d'une région tierce, quelqu'un qui serait plus spécialisé sur un domaine et qui interviendrait pour une autre région. Et parallèlement, on a des participants qui vont être parfois en présentiel, donc au même endroit que les animateurs. Et puis en même temps, on peut avoir des gens à distance. Et la particularité du modèle, c'est qu'un conseiller peut être chez son expert comptable. Et comme ça, on peut avoir des binômes en cabinet, avec plusieurs cabinets qui en fait rejoignent à distance la réunion. Ça crée de la proximité entre le collaborateur et son partenaire. Et le principe, en fait, c'est une réunion Teams associée à un Bicast. Et les animations, en fait, sont créées pour être très interactives. Sur la journée, on a 30 animations Bicast. Et donc, en fait, on s'ennuie pas. Les retours qu'on a, en fait, personne s'est ennuyé. À la fin, on a un formulaire en ligne qui est en fait associé au Bicast. Et les experts comptables peuvent nous demander des interventions en atelier dans la continuité et donner leurs sentiments directement. Voilà. Donc, on peut mettre en action les collaborateurs tout de suite. Alors, quels résultats avez-vous obtenus justement pour ces animations ? Alors là, on a eu sur 11 régions, on a eu donc 25 animateurs et 200 personnes qui nous ont rejoints pour une centaine d'experts comptables. Et outre les 43 dossiers transmission qu'on a qualifiés et identifiés, on a surtout eu 233 demandes d'ateliers en cabinet. Donc les collaborateurs qui sont sortis de ces animations ont eu leur agenda plein pour leurs actions de l'année, sur des thématiques qui vont de la retraite à l'épargne en passant par la protection du patrimoine et la transmission d'entreprise. Et ce qui est notable surtout, c'est qu'on a eu 60% des demandes qui étaient sur le patrimonial. Et donc jusqu'à maintenant, c'était nos partenaires en fait qui demandaient à nos concurrents d'intervenir. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment de quoi développer le business patrimoine dans l'avenir auprès de nos partenaires en confortant nos relations avec eux sur ce qu'on fait depuis déjà longtemps. Alors, ce que je te propose, Stéphane, c'est que maintenant, on va aller voir justement ces beaux témoignages des différentes personnes. Je te laisse la main. Oui, merci Corinne. Alors, Christine, tu es conseillère sur Metz et puis tu as participé à une J2, on a appelé ça les J2.
où il y avait 33 personnes. Toi-même, tu étais dans un cabinet comptable parmi les 17 experts comptables qui étaient présents. Comment est-ce que tu as vécu cette journée et comment ton partenaire a réagi face à cette animation? Bonjour Stéphane et bonjour tout le monde. Moi, j'ai particulièrement apprécié cette journée. Ça m'a vraiment permis de conforter ma collaboration avec mon partenaire. Pour sa part, lui aussi a beaucoup apprécié donc, cette journée, riche en connaissances. Et ça lui a également permis de connaître davantage notre métier et quelles seront les compétences qu'on peut apporter à ses clients. J'ai aussi, grâce à cette journée, pu voir de quelle manière il travaille au quotidien, notamment lors d'un calcul de l'ordre de succession. Bon, lui, j'ai vu qu'il travaillait donc, au travers d'une feuille Excel, donc un fichier Excel, et moi avec une calculatrice et un stylo. Et ça m'a aussi permis de créer un lien plus fort, notamment grâce au moment qu'on a partagé ensemble, sans le stress du quotidien et sans les urgences. Et pour finir, grâce à cette journée, j'ai vraiment pu en tout cas me positionner comme un véritable partenaire privilégié. Et je pense que cette collaboration entre lui et moi ne peut être que bénéfique pour ses clients, pour le cabinet et pour moi-même. Merci Christine. Je m'oriente maintenant vers Isabelle. Isabelle Terep sur Alsace-Lorraine. Et toi, tu as animé donc, avec tes collègues Arteo et RAC. Comment est-ce que tu as vécu cette animation d'une journée? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour le lancement de cette opération, on a choisi de conjuguer nos efforts pour un objectif qui était commun à nous tous. Et en amont du lancement, nous avons organisé 2 séances de travail, 2 fois 2 heures de travail. Ça nous a permis en fait de déterminer le rôle de chacun et de partager nos interventions et surtout d'éprouver aussi de nouveaux modèles d'animation. Ça a été pour ma part l'occasion de me positionner auprès de nos partenaires en tant que référente région sur la protection patrimoniale, de montrer aussi la complémentarité de nos spécificités et des offres de services que nous avons à apporter à nos sociétaires, mais aussi à nos partenaires. Et enfin, pour moi, ça a été une belle démonstration d'un travail en intraprofessionnalité, mais aussi en interprofessionnalité, avec l'importance du rôle de chacun des intervenants dans son domaine de compétences, dans l'accompagnement d'un client à un moment clé de sa vie. Merci Isabelle. César, tu es Arteo sur Alsace-Lorraine. Qu'est-ce que tu rajouterais sur cette animation quadripartite en fait avec tes collègues? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc la J2. César, il n'y a plus ton micro là. Ton micro, il est off. Voilà, c'est bon. Désolé, c'est bon? Bonjour. Donc, la J2, un format digital, nous a permis de relayer notre expertise patrimoniale et sociale au plus grand nombre des experts comptables sur une journée entière. Ils nous ont souvent peu de temps dans leur mission et ont un vrai besoin d'accompagnement sur des sujets qui nous sont propres dans notre métier pour leurs clients. Pour que la digitale soit accessible à tous en matière d'animation, il faut bien sûr se préparer en termes techniques et logistiques en amont avec les autres acteurs pour vérifier que tout fonctionne. Le digital permet également de passer le relais aux différents appuis entre l'Arteo et le RPLP. La condition pour que tout ça soit efficace, il faut la présence d'un conseiller à côté des partenaires afin de déployer et suivre l'action sur le terrain. Et pourquoi pas, à l'avenir, faire également des entretiens digitales avec les partenaires à côté de son client, ce qui sera accessible à tous. C'est un gain de temps pour tout le monde et une alternative aux contraintes sanitaires actuelles, mais aussi aux contraintes d'éloignement géographique pour les appuis. Si le conseiller est aux côtés de son client, l'Arteo pourra même intervenir à distance grâce à la culture que le conseiller aura acquise durant la période actuelle. Désolé, merci César, effectivement, une période qui nous aide beaucoup. Olivier, tu es RAC sur les Hauts-de-France, on va changer de région. Tu as animé une journée très particulière puisque tu es intervenu sur 2 régions aux côtés de 2 Arteo différents. Est-ce que tu peux nous raconter ta perception de tout ça? Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est vrai que ce format, un RAC, 2 Arteo pour 2 régions a permis 2 choses. La première, d'un point de vue RH, ça a permis de dépanner une région sans RAC. En l'occurrence, ici, c'était la région normande. Et puis que l'on anime pour 5 experts comptables, 10 experts comptables ou 2 régions, ça ne nécessite pas plus de temps de préparation. Alors, au niveau de cette préparation, justement, ça nous a fait sortir de notre zone de confort. Je parle pour moi, mais aussi pour mes 2 autres Arteo qui ont co-animé avec moi. J'ai personnellement dû retravailler un certain nombre de sujets patrimoniaux.
techniquement, et également des outils digitaux, à savoir le Teams, le Bicast, parce que c'est pas simple et naturel d'animer 2 jours de formation sous un format digital. Ça nécessite un gros travail de préparation. C'est en tout cas la clé de voûte de la réussite de cette opération. Et le maître mot, c'est la confiance mutuelle qu'on a eue entre collègues, chacun dans ses propres forces, mais toujours au service de l'interprofessionnalité. En fait, nous animions des partenaires et à l'arrivée, c'est comme si mes collègues étaient devenus des propres partenaires également. Voilà, Stéphane. Merci, Olivier. Corinne, je te rends la main. Petite conclusion, parce que c'est vrai que c'est de très beaux témoignages. Comment on s'y prend pour faire ce type d'animation, mais très rapide? Oui, il faut d'abord un coordonnateur. Celui qui crée le Bicast, qui crée l'animation. Ensuite, il faut des collaborateurs qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. C'est très clairement de se lancer dans une sorte d'aventure, bien maîtriser les outils et bien se préparer en amont. Et si jamais nos amis DD ou DE ont besoin d'avoir certains renseignements là-dessus, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de leur RTO, de leur REP ou de leur RAC, qui ont la pratique maintenant de tout cela. Voilà, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup, merci à toute la team. François, donc justement, en quelque sorte, dans le cadre du plan de développement en région, l'enjeu de réussir le multimarché passe aussi par des sujets communs. Et je te propose de passer à notre troisième sujet avec ensemble, développement et expertise. Et pour ceci, on va demander à Frédéric de venir nous rejoindre. Ensemble, développement et expertise. Merci Frédéric donc de nous rejoindre sur cette partie. Alors, 2 sujets en commun que vous avez souhaité mettre en avant aujourd'hui. On va démarrer par la politique conseil en appui au développement multimarché. Et là, nous allons accueillir Philippe Dion et Luc-Emmanuel Dereau, qui sont en ce moment même, qui attendent impatiemment d'intervenir, je suis sûre. Et justement, j'ai une première question. Comment une politique conseil peut répondre au développement multimarché? Et pour répondre à cette question, Philippe Dion, l'expert et le responsable des relations auprès des conseils. Je te laisse la parole et bien sûr après, je donnerai la parole à Luc-Emmanuel Dereau, directeur du développement Hauts-de-France. Oui, Corinne, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous articulons bien la politique conseil aux priorités du développement commercial. Dans ce début d'année, donc notamment, nous avions 3 thématiques fortes que nous n'avons pas pu développer en 2020, notamment une offre de services PER à destination des cabinets pour supporter bien sûr la retraite. Ensuite, une offre de services risque du dirigeant pour supporter bien sûr la prévoyance individuelle. Et également, bien sûr, la loi de financement de sécurité sociale 2021 qui nous permet, bien sûr, de nous positionner dès le début de l'année auprès de nos partenaires conseils. Alors, c'est vrai que la nouvelle organisation commerciale et son approche multicanale doit nous permettre, vraiment très, très sincèrement, d'être plus en attente des besoins de nos partenaires conseils, de leurs entreprises, et de mieux assumer cette dimension AG2R la mondiale. C'est la raison pour laquelle la feuille de route politique conseil 2021 là s'oriente, prend un nouveau virage, faut clairement le dire, vers le développement du collectif, comme ça a été rappelé par un certain nombre d'intervenants ici. Alors déjà sur la prévoyance et la santé collective, donc un groupe de travail est déjà à l'œuvre en ce moment pour produire une offre de services de sécurisation des entreprises et de leurs salariés dans le domaine de la protection sociale. De la même façon, un groupe de travail est à l'œuvre également sur la retraite collective pour produire une offre de services sur l'attractivité et la fidélisation des entreprises et de leurs salariés. Là, en 2 temps, dans 3 semaines, vous bénéficierez d'un support Perro à destination des cabinets. On y retrouvera bien évidemment le match article 83 Perro, mais également, bien sûr, en juillet, tout ça sera complété de façon exhaustive par le PERECO et le PERU. Et enfin, j'en terminerai par là, bien évidemment, nous souhaitons développer pour nos partenaires qui souhaitent valoriser, voire facturer des missions à forte valeur ajoutée,
auprès d'une clientèle avec une dimension patrimoniale forte et complexe, l'approche par période de vie, qui est une approche bien sûr fortement valorisable. Et là également, un groupe de travail est mis en œuvre pour décliner cette offre de service auprès des cabinets, Corinne. Alors, Luc Emmanuel, le monde est merveilleux. Ah, est-ce que nous aurions pas perdu Luc Emmanuel? Je suis pas loin, je vais arriver, je pense. Oui, c'est un monde merveilleux qu'on nous décrit là. Oui, il l'est. Bonjour à tous. Il l'est, Corinne, mais bien sûr qu'il l'est. Effectivement, je pense que la première chose, c'est que le couple DE-DD, il offre une réelle force de frappe en région. C'est vraiment pas négligeable. Le premier élément qui me vient en tête, c'est une réelle accélération sur l'acculturation entreprise. Là, c'est vraiment évident. Le deuxième, c'est aussi une animation en proximité de l'ensemble des appuis. Et en tant qu'ancien directeur de marché, je vois bien que d'avoir un directeur des expertises en proximité des appuis, c'est un réel renfort pour les appuis qui sont là, qui gravitent autour justement du développement et qui ont souvent du mal à capter la ligne managériale qui est toujours par monts et par vents. Alors effectivement, moi j'identifie un point de sensibilité dans tout ça, c'est qu'il faut réellement installer le binôme. Parce que là, en gros, on a décidé de fonctionner avec deux moteurs puissants, deux personnalités, avec beaucoup d'envie. Et chacun doit trouver sa place et ça nécessite clairement de la synchronisation du calage. Alors, des fois, on a des très belles surprises, notamment sur l'accélération de l'entreprise. Et parfois, typiquement, c'est un peu plus complexe, mais est-ce que c'est vraiment gênant? Je pense que c'est aussi le temps de l'apprentissage, le temps de permettre à chacun de trouver sa place. Ce que j'ai en tête, c'est typiquement quand on aborde en début d'année un sujet de montée en compétence des collaborateurs sur la politique partenaire. Et là, on peut avoir deux visions qui ne vont pas forcément directement dans le même sens. Une vision théorique plus orientée sur du pilotage et une vision plus opérationnelle, plus sur les moyens. Voilà. Bref, du calage, mais c'est aussi ça qui fait que finalement, on va se retrouver, on va réussir à construire quelque chose sur des bases solides. Merci beaucoup, Luc Emmanuel. Tu avais une question, je crois, Philippe. Oui, par rapport à la demande effectivement de Luc sur l'approche opérationnelle. Philippe, quel outil tu peux apporter à Luc sur cette demande-là, en fait? Oui, alors, en effet, Luc a totalement raison. Donc, on a apporté un nouvel outil d'analyse de la performance du réseau. Une analyse qui se fait par niveau de conseiller. Et je vais vous donner deux chiffres par rapport à tous ces travaux. Vous en avez bénéficié lors de la construction des feuilles de route régionales et des contrats d'inspection. Mais je retiens deux chiffres concernant toujours l'efficacité de la politique conseil. Les producteurs qui sont à des niveaux supérieurs à 250 000 euros de PCP global. Ah, je pense qu'il y a un problème de son, Philippe. Je te promets qu'on ne t'a pas coupé. Et donc, aussi, je peux vous le donner, d'accord? C'est pour que les conseillers qui sont au niveau de productivité moyen du réseau, encore, tous ces conseillers font au moins 70 000 euros de politique conseil. Ceux qui font moins ne sont pas au niveau de productivité du réseau. Donc, simplement, CQFD, l'efficacité, bien sûr, du réseau grandit avec la politique conseil, bien évidemment. Merci beaucoup, Philippe, pour ce témoignage et Luc Emmanuel. Alors, Frédéric, comment tu réagis, toi, à ce binôme DDDE qui fonctionne quand même bien? Est-ce que c'est valable pour tous et quel intérêt pour les régions? Alors, je voudrais juste revenir sur les propos de Philippe. Il a raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas négliger la politique conseil, puisqu'elle a un apport qui est extrêmement important en termes de production. Et les chiffres qu'il annonce sont éloquents. Donc il y a cette volonté d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans la politique conseil. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec Philippe dans le cadre de la mise en place des plans de développement régionaux. Et dans le plan de développement régional, il y a vraiment un volet politique conseil. Donc voilà, ça montre bien toute l'importance de la politique conseil pour nous. Ça, c'est le premier point. Sur l'articulation, je rejoins assez Luc Emmanuel. Les choses s'installent. D'ailleurs, nous, on s'installe aussi.
De mieux en mieux, exactement. Voilà, il y a ce besoin de collaborer, mais je suis aussi tout à fait persuadé qu'en travaillant ensemble, on sera plus fort et qu'il y a une complémentarité qui est extrêmement importante, que ce soit au niveau central et bien évidemment au niveau des régions. Donc voilà, les choses avancent, on travaille de plus en plus, on s'enrichit mutuellement et puis on est vraiment des alliés pour répondre à tous les enjeux qu'on a évoqués depuis le début de cette Web TV. Les enjeux sont nombreux. Oui. Et ensemble, on aura plus de chances d'atteindre ces objectifs. Voilà. Je vous avais promis que c'était rythmé. Alors justement, il y a encore une autre transition, en effet, c'est le digital de la direction commerciale avec l'animation réseau client. François, il s'agit quoi exactement ça ? C'est assez simple. En 2020, on a dû arrêter de manière brusque les événements clients. Tous les événements clients physiques, on a dû s'adapter pour être en échange avec eux en téléphone, sous Teams, enfin... Picast, tous les outils qu'on a un peu redécouverts ou découverts à cette occasion. Cette année, les contraintes sanitaires demeurent, mais on a eu le temps de se préparer. Et donc, nous avons anticipé et nous avons organisé à trois, l'ADD, l'ADE et la direction marketing, des événements clients en digital au niveau national pour l'ensemble du réseau. Et ce sont des beaux événements. Voilà, c'est des événements où le conseiller sera fier, je pense, d'inviter ses clients ou ses prospects. Et ils sont calés sur le parc. Bon, voilà, ce qu'on amène, nous, c'est de l'organisation avec l'équipe d'animation réseau client. On attend aussi des DE et de leurs équipes qui aident à la formation en amont des événements. Et puis, en collaboration avec la DD et avec les RMR, voilà, de s'appuyer dessus pour faire un maximum de rendez-vous, un maximum de business. Et je vous propose de voir le déroulé et les moyens et dispositions avec Éric Pierre-Louis. Alors, Éric Pierre-Louis, qui est normalement de la Martinique, on a la connexion, donc je ne sais pas si elle passe bien. Éric, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien, Corinne. Superbe. Alors, première question, Éric, est-ce que tu pourrais nous en dire plus de ces opérations et nous rappeler le calendrier et quelle serait la première opération qui va démarrer ? On va, je crois, aussi voir en ligne le visuel des événements 2021. Donc, tu peux nous en dire plus ? Alors, oui, je vous en dis plus, mais Corinne, je crois qu'il est important de rappeler le caractère inédit et innovant de ces animations, puisque c'est la première fois que le groupe propose des événements digitaux à cette échelle. Donc, je pense que c'est assez important de le dire. Et puis, effectivement, si l'année dernière a vu l'explosion de la digitalisation des événements par nécessité, il faut rappeler aussi que c'est un très bon levier de conversion qui offre un ROI élevé et qui permet d'identifier immédiatement des leads chauds et puis qui a une durée de vie qui est longue, grâce notamment au replay. Donc j'insiste sur le fait que la production de contenu d'une telle qualité technique qui s'appuieront sur de fines expertises du groupe, puisque sur toutes les thématiques retenues, nous aurons des experts du groupe. J'insiste sur le fait que c'est une vraie opportunité pour à la fois faciliter l'action commerciale des régions et enrichir la relation client. Donc concrètement, Corinne, quel dispositif, quel calendrier ? Eh bien, le pôle animation réseau client de la direction des expertises que tu connais bien nous a contacté 2 formats d'animation. Alors, des web TV qui seront appelés 60 minutes. Bref, on en parle. Donc, ce sera une production qui sera identique à une émission télé. Et puis, nous aurons également des webinars qui s'appelleront 45 minutes inside et qui seront, eux, hébergés sur la plateforme WebIKEO. Donc, ce seront des événements, Corinne, qui auront un calendrier qui n'est pas extravagant puisque nous aurons 6 rendez-vous dans l'année avec une alternance entre le 45 minutes inside et le 60 minutes bref, on en parle. Et le premier rendez-vous est très bientôt puisqu'il sera le 4 mai avec un 45 minutes inside, donc un webinar cette fois-ci, sur le thème de l'épargne et dans lequel nous allons retrouver les interventions de Françoise-Philippe Lallier, Frédéric Garrido, Philippe Crevel, Alexandre Joire. Voilà. Alors, justement, Éric, quel est le rôle du RMR en région sur ce type d'opération ? Alors, le RMR, alors ce sont des actions qui sont collectives, Corinne. Déjà, il nous paraissait important de ne pas isoler ou décorréler ces animations des actions menées actuellement. C'est ce que disait François à l'instant. Donc, pour des raisons de rationalisation des efforts des commerciaux et puis pour garantir aussi le succès des événements,
puisqu'il y a de la relance téléphonique qui est attendue. Nous avons choisi effectivement d'intégrer toutes ces animations dans le plan d'action relationnel et commercial 2021, le PAC 2021. Donc, ce qui permettra aux commerciaux de profiter des appels effectués dans le cadre de ces actions commerciales pour inviter leurs interlocuteurs. Donc, ils feront d'une pierre deux coups. Et donc, la direction marketing client, que ce soit à travers les équipes nationales ou les équipes régionales, se fera le relais de la communication, de l'animation, du suivi de ces événements, mais en lien direct avec le pôle animation réseau client, qui lui va initier, centraliser et impulser la dynamique autour de ces événements. Voilà, donc nous comptons vraiment beaucoup sur votre mobilisation et celle de vos équipes autour de ces temps forts. Merci beaucoup Eric et j'ai hâte de voir ça très prochainement. Frédéric, justement, qu'attends-tu des directeurs de développement en région sur ce type d'opération ? Ouais. Alors c'est vrai que cette opération, elle est nouvelle, hein, c'est vraiment très, très très positif. Elle vient accompagner le parc qui est lui aussi novateur puisqu'on a changé d'approche. Hein. Donc il faut absolument que les directeurs de dev appuient et animent ces opérations, qu'ils s'impliquent et qu'ils mobilisent leurs collaborateurs. C'est la clé de la réussite. Hein. Si on n'a pas le relais des directeurs de dev pour ces événements, finalement on risque de passer à côté. Donc c'est extrêmement important qui s'approprient la démarche et surtout animent auprès de leurs collaborateurs pour qu'on ait un maximum de présents lors de ces événements. Alors moi je trouve que c'est une belle transition pour terminer cette Web TV. Je vous propose une tonalité positive, pleine d'espoir, malgré bien sûr une situation encore bloquée. Je vous propose d'accueillir Philippe Crevel sur la thématique Perspective et Espoir 2021. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien. Allez, avec plaisir. On accueille. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes, alors si vous permettez un petit un rappel de votre parcours. Vous êtes le spécialiste des questions d'épargne et de retraite. Précédemment, vous avez été secrétaire général du Cercle des épargnants et membre de plusieurs cabinets ministériels. Alors, conseiller économique et fiscal auprès de plusieurs responsables nationaux et locaux. Vous avez également été consultant auprès de plusieurs organisations internationales. Vous avez participé également à l'élaboration de la première loi sur l'épargne retraite en 93-97 et vous avez rédigé plusieurs ouvrages, dont un qu'on peut retenir sur la retraite et l'économie, Protraite, juste un autre monde, hein, c'est ça, publié par les éditions Temporis le 21 novembre 2014. Alors, François, je pense que tu souhaitais poser une première question à Philippe. Je te laisse cette parole. Merci. Bonjour Philippe. Moi, je trouve qu'on est quand même dans une situation, au-delà de la situation sanitaire particulière, dans une situation économique et financière très particulière, puisqu'on est en période de taux d'intérêt négatif. J'ai en tête que 2/3 des obligations de l'OCDE sont en territoire négatif. Il y a quelques années à peine, les assureurs se posaient la question s'ils devaient mettre dans leur modèle des taux d'intérêt négatifs, parce qu'on n'avait jamais vu ça dans nos modèles financiers. Donc ça a des conséquences économiques dont tu vas nous parler, mais également ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ta vision aussi sur ce que ça peut représenter pour la protection sociale. Quels sont ça a évidemment des impacts sur la retraite, voilà, dans le marché de la protection sociale. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation qui est quand même tout aussi exceptionnelle que notre situation sanitaire? C'est vrai que nul n'avait imaginé pendant des années subir des taux d'intérêt négatifs. En 2020, l'État français a emprunté à moins 0,17% l'ensemble de l'année. Tout le temps en négatif, ça veut dire que l'État a remboursé moins que ce qu'il avait emprunté. C'est quelque chose, évidemment, qui est historique et qui change notre paysage financier tel qu'on l'avait construit depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose, évidemment, que pour des épargnants, pour des professionnels, donc pour des assureurs, pour les professionnels de la protection sociale, c'est une vision complètement donc, nouvelle. On a changé de modèle ou de paradigme. Est-ce que ce phénomène va durer ? Je crains que oui. Parce que ça n'a pas échappé à personne. La dette de l'État français, c'est 115% du PIB, plus 20 points en quelques semaines, en quelques mois. Et ça va durer
pendant les années qui viennent. Ça permet de compenser l'impact de cette crise centennale historique, qui a permis d'ailleurs au pouvoir d'achat français d'augmenter en 2020. Donc c'est quelque chose, c'est l'effort de la nation. Mais évidemment que 115% de dette publique, si on se mettait à mettre des taux d'intérêt comme on les connaissait à la belle époque, 6-7%, le service de la dette en prendrait un coup. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2021, l'État français rembourse moins d'intérêts qu'en 1997, où la dette était 3 fois plus faible. Donc si les taux d'intérêt venaient à monter rapidement, ça aurait des conséquences pour l'État et pour le contribuable. Évidemment, aujourd'hui, ce sont les épargnants qui sont mis à dure épreuve. Les taux d'intérêt négatifs, quand on a investi son épargne à plus de 60% sur des produits de taux, qu'est-ce que c'est les produits de taux? C'est le livret A, le livret de développement durable et aussi le fonds euro de l'assurance vie. C'est vrai qu'il y a eu de très belles années avec le fonds euro d'assurance vie, ça rapportait 4%. L'inflation était de 2%, donc on avait un rendement net de 2, c'était, voire 3, c'était très bien. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et il va falloir un petit peu s'y habituer. Et on voit d'un seul coup que le fonds euro qui offre une garantie en capital, c'est un luxe. Dans un monde rempli d'incertitudes, où on peut perdre 8% de PIB, garantir le capital d'un produit d'épargne, c'est un service qu'offrent les compagnies d'assurance, et il faut le rappeler. C'est un service qui a un prix. Avant, quand il y avait des taux d'intérêt qui étaient à 5-6 points, ce service, il était dans les 5-6 points. Aujourd'hui, quand les taux d'intérêt sont à moins 0,2, 0,3, on voit le coût du service. Et donc, c'est évident qu'il faut faire comprendre aux épargnants que la garantie en capital, c'est un coût, mais c'est quelque chose, évidemment, qui a une forte valeur dans une période d'incertitude. Évidemment que pour les professionnels de l'assurance, vendre des produits sachant qu'il y a ce coût de la garantie en capital, ça nécessite évidemment d'expliquer le processus économique et financier. Ça nécessite également de dire, évidemment, vous voulez du rendement, vous voulez un gain. Alors j'aime pas l'idée, il faut prendre des risques. Mais il faut, parce que il y a du risque partout, je traverse la rue, il y a du risque. Et donc, tout produit financier, il y a du risque dans les produits financiers. C'est faux de dire qu'il y aurait des produits sûrs. Non, il y a toujours un peu de risque. Mais de dire qu'il faut aller sur des produits de marché qui évoluent en fonction de l'offre et de la demande, et qu'il faut plutôt aller vers des produits, on va dire, actions, pour trouver du rendement. D'ailleurs, depuis le mois de mars, on voit que le CAC 40, l'Eurostoxx, ça augmente parce qu'on espère le rebond de l'économie. On le souhaite, et si on veut aider nos entreprises, il faut plutôt financer justement les entreprises françaises pour apporter des fonds propres. Il faut aller dans ce sens-là, et donc c'est évidemment le redéploiement, la réorientation de l'épargne vers une allocation plus dynamique, plus unité de compte, on va appeler ça dans les contrats d'assurance vie, dans le PER, pour justement à la fois avoir du rendement, ce qui n'empêche pas, évidemment, le fonds euro, qui d'ailleurs, du fait de l'inertie, offre des rendements qui sont assez élevés par rapport à l'État qui emprunte à moins 0,17%, mais c'est l'inertie du fonds euro. Et c'est vrai que dans les prochaines années, l'inertie va un peu jouer à la baisse. Donc pour chercher la compensation, il faudra aller un peu plus sur les valeurs de marché. Merci beaucoup Philippe, c'est très clair. Frédéric. Alors, dans toute crise, il y a des secteurs qui sont gagnants-perdants. Nous, on voit que nos résultats sont plutôt bons. On a une organisation qui est bonne dans ce contexte de crise sanitaire. Finalement, quels sont les positionnements gagnants pour faire face à cette crise et surtout rebondir, et vers quel secteur d'activité aller? La question est large, très large. Je te remercie de cette question. Mais, premièrement, aujourd'hui, on est face à une marée, un océan d'informations. Des fausses, il y en a beaucoup. Des mauvaises informations, il y en a également beaucoup. Des informations qui soient justes et positives, il y en a beaucoup moins. Les petits de mauvais augure, ça se développe, surtout en période de crise. Et justement, l'atout pour un réseau, c'est évidemment de sélectionner le vrai, tout ça, de voir quelles sont les bonnes informations et de conseiller le client, l'assuré,
pour lui dire, là, attention, vous mettez ça de côté parce que là, on vous raconte des... c'est pas parce que ça a pris 30-40%, 800%, le Bitcoin qu'il faut il faut aller sur le Bitcoin. C'est pas forcément en jouant à la roulette russe. De temps en temps, il y a une balle dans le barillet. Il faut toujours préciser les choses telles qu'elles sont. Et il faut appeler un chat un chat. Rien ne monte jusqu'au ciel. Les vieilles rengaines des parents, des grands-parents, c'est pas mal. Donc, attention évidemment au mirage, et c'est là où le conseil, l'expertise, aujourd'hui sont essentiels dans un monde où, avec Internet, on a l'impression d'être plus fort que son conseiller en allant voir Google ou son concurrent. Or, le conseiller, c'est son job, et on fait appel à des professionnels, et pour moi, ça, c'est important. Ça, c'était le point 1. Sur le point 2 de votre question, où faut-il aller pour bien investir ? Je dirais qu'il y a l'idée qu'il ne faut pas forcément suivre le troupeau, c'est toujours un peu vrai. Il faut toujours jouer un peu à contre-temps. Il ne faut pas non plus être complètement à contre-temps, parce qu'on peut évidemment, dans ces cas-là, être sur la mauvaise route. Mais, par exemple, il y a des valeurs sûres. Tout ce qui est lié à l'agroalimentaire, tout ce qui est lié à l'eau, les fonds spécialisés dans la thématique de l'eau, ça fonctionne pas mal sur la longue durée. L'agroalimentaire, il faut toujours manger, et on a plutôt envie d'une alimentation bio, saine, etc. Donc les valeurs qui sont sur ce secteur, évidemment, sont en hausse. On aura toujours besoin de matières premières, c'est certain. Il suffit de voir l'augmentation des cours ces dernières semaines, surtout en plan de relance. L'accumulation des plans de relance fait que, évidemment, les matières premières augmentent, que l'énergie, elle sera peut-être propre. Il faut peut-être aller sur l'hydrogène, il faut peut-être aller sur le soleil, l'éolien. Pas sûr que tout le monde gagne, mais on sait que croissance économique signifie énergie. Il faudra qu'elle soit décarbonée, c'est une évidence. Mais donc là, il y a des valeurs qui sont évidemment résilientes et qui vont rebondir. Je dirais même... Il faut jouer le tourisme, évidemment, parce que quand j'ai dit jouer à contre-temps, aujourd'hui, le tourisme, évidemment, les hôteliers, le transport aérien, c'est pas terrible. Ça risque d'être difficile, c'est vrai, jusqu'en 2024, 2025. Mais dans le temps, ça va rebondir. Il y a une soif, une appétence dans les populations des pays émergents pour se déplacer. Et un jour ou l'autre, on va retrouver le chemin le plus vite possible de la liberté et le plaisir de se revoir et de franchir les frontières. Donc il faut jouer ces secteurs-là. Ça, c'est de la note positive. Merci beaucoup, Philippe. Je vous propose de clôturer cette émission, si vous le voulez bien. Et merci encore, Philippe. On vous aurait écouté encore très, très longtemps. Je peux revenir. Mais avec grand plaisir. J'ai entendu tout à l'heure quelque chose le 4 mai pour les clients, donc on va vous écouter. Alors, avant de nous quitter, Frédéric et François, vous avez souhaité faire un rappel sur l'organisation des ateliers de demain. Rendez-vous à 14h30 sur le lien que vous avez reçu, chères personnes qui nous regardez en ce moment. Vous arriverez sur le site web par lequel vous êtes arrivés tout à l'heure de l'événement et vous irez sur l'onglet Atelier qui va s'ouvrir en fait là dans les prochaines heures. Vous cliquez sur le premier lien qui sera l'ouverture de séance pour les ateliers développement avec Frédéric et bien sûr l'ouverture des séances pour les ateliers expertise avec François. Ensuite, nous vous proposons 2 ateliers de 45 minutes. Pour info, quand en effet vous avez terminé votre séquence, vous revenez sur votre site web et vous recliquez en fait sur le prochain atelier. De mon côté, je souhaiterais également, bien sûr, remercier les acteurs qui nous ont suivis sur ce beau projet depuis quelques semaines. Merci à Sonacom et son équipe pour cette belle prouesse technique avec tous les duplex qui ont été produits ce jour. View One pour toute la production audiovisuelle et la création de ce site web. Paris Beauté pour les supports de com et vidéo. Véronica, notre maquilleuse. Anna Moiran à la modération des questions. Et bien sûr, avec Laure sur toute cette préparation, Laure Lenoir de la Cochetière. Périg à l'accueil de nos intervenants, Élise, notre superbe coordinatrice de cet événement. Et merci à vous tous et toutes de nous suivre. Merci Philippe encore, à très bientôt. Merci François, merci Frédéric pour votre confiance. Et je vais vous donner à tous les deux le mot de la fin. François, je t'en prie. Merci à tous. Et puis on est au début d'une nouvelle période et que je souhaite la meilleure pour tout le monde. Voilà. On a plutôt, je ne dirais pas qu'on voit le bout du tunnel, mais en tout cas, on voit peut-être la lumière du bout du tunnel. Donc, on prend notre courage et on avance.
Merci Philippe pour cette orientation. Je vois vers quoi aller pour le développement. Et puis merci à tout le monde pour les différents intervenants qui sont venus donner un peu de dynamisme, comme tu le disais, à cette réunion avec un format nouveau. Je vous donne rendez-vous demain pour les ateliers. Là, on va rentrer vraiment dans le concret des thématiques qu'on a évoquées, principalement la partie transfert Madelin, dont l'enjeu est extrêmement important, et puis également la partie développement de la santé prévoyance. Donc, en tout cas, merci pour cette organisation. Merci à toi, Corinne. Et merci, Corinne. Merci à tous. Et terminons par une petite note joyeuse de musique. Voilà, c'était si vous avez envie de danser derrière vos écrans, allez-y, vous êtes autorisés. On y va.